le redémarrage de la mondialisation à partir de la chute du mur de Berlin est traversé par deux mouvements antagoniques, mais d'apparence seulement, parce qu'ils sont complémentaires en réalité. Il y a la tendance à la construction des grands ensembles et il y a la tendance à l'émiettement des pays mal conçus. L'un et l'autre répondent à des besoins de l'évolution de l'humanité. Là où il y avait manque de droits, de respect de droits des peuples, il y a nécessairement une tendance vers l'affirmation des peuples niés et inexistants. Là où les peuples sont déjà formés et bien structurés, ils vont vers les grands ensembles. 6 petits pays qui vont naître de l'éclatement des pays mal conçus, des pays faillis, comme aurait dit Védrine, ou des pays en faillite, vont d'abord se viabiliser, ensuite chercher d'eux-mêmes à construire de grands ensembles. Mais l'histoire ne leur dicte pas de le faire tout de suite, c'est-à-dire de se regrouper tout de suite avec les autres ou de ne pas exister. Bien au contraire. Ils ne s'associeront avec les autres que le jour où ils existeront à part entière. Donc ce n'est qu'une fois qu'on a résolu ces problèmes et qu'on est reconnu qu'on fraternise avec son environnement. Tant qu'on n'existe pas, il n'y a pas de fraternité. Si vous vous souvenez, Mould Firaoun avait écrit journal de la guerre. Et à un moment donné, il était interpellé sur l'internationalisme prolétariat. Les trotskistes, les communistes notamment. Il a répondu ceci. Moi aussi, je veux être citoyen du monde. Moi aussi, j'aurais bien aimé que les frontières n'existent pas. Permettez-moi juste d'avoir ma patrie. Ensuite, je suis frère de tout le monde. Une fois que j'ai ma patrie, je suis frère de tout le monde, mais pas avant. Ou alors, il faut que tout le monde m'aide à exister en tant que tel, et on ira ensemble. Voilà. Ces deux tendances sont contradictoires en apparence, mais elles sont complémentaires. C'est la meilleure façon de relancer la marche du monde vers la paix et la liberté, dans la liberté. Voilà. Rachid a posé le problème de la manière de rapatrier, ou plutôt, quels sont les pouvoirs à rapatrier vers la Kabylie. Je vais vous dire tout de suite, moi, ils sont tous à rapatrier. Pas un seul, je le laisserai ailleurs. C'est mon devoir et c'est mon aspiration. Il faut que les Kabyles soient maîtres de leur destin. Ceci dit, dans la phase qui est la nôtre, s'il y a de la bonne volonté et de la sagesse, de la clairvoyance, on peut tout à fait négocier un processus de rapatriement des pouvoirs, mais en commençant par l'essentiel. C'est-à-dire d'avoir son propre gouvernement, d'avoir son propre parlement pour voter nos propres lois, d'avoir notre propre budget et d'avoir notre école et d'avoir notre sécurité. Ensuite, petit à petit, notre fiscalité. Voilà. On connaît, j'ai personnellement discuté beaucoup avec les Catalans. Quand on leur a donné leur autonomie, après la mort de Franco, l'un de ceux qui avaient géré à l'époque m'a raconté, m'a dit, écoutez, on nous appelle, hein, au niveau de la direction de l'élite catalane, on leur dit, voilà, vous avez ce bureau, c'est juste 4 mètres sur 3, une chaise
et une table, c'est votre ministère des Finances. Allez-y, travaillez. Et il fallait s'ingénier à travailler pour faire fonctionner ce ministère et trouver les moyens de le faire. Voilà. Mais petit à petit, ils se sont rendus compte qu'il leur manquait un élément important, la fiscalité. Il vaudrait que ce soit eux qui lèvent l'impôt et donner à l'État central sa quote-part. Ils refusent que l'État central continue à collecter l'impôt et le reverse ce qu'il veut ensuite. Il vaudrait que ce soit eux qui décident quel est le quota, quel est le pourcentage de leur rente fiscale qu'ils vont reverser à l'État central. Voilà. Voici l'un des pouvoirs à rapatrier immédiatement, sachant pertinemment la situation de la Kabylie. La Kabylie, j'ai fait les calculs personnellement, j'ai collecté toutes les informations concernant l'impôt. La Kabylie avait payé pour 200 milliards 200 millions. Non, 2 milliards de dinars. Je ne me souviens plus. En tout état de cause, oui, 200 milliards d'impôts. J'ai regardé le budget de l'Algérie en 2003. Il était de 116 milliards. Si on enlève les 60% de la rente fiscale issue des hydrocarbures, est resté exactement 6 milliards. Sur les 6 milliards, voilà, la Kabylie avait donné 2 milliards. Et quand on fait le calcul de l'ensemble des subventions, y compris des salaires des fonctionnaires qui sont payés en Kabylie, on arrive à peine à 50 millions de dinars. Il y a chaque année 150 milliards de dinars qui sont confisqués à la Kabylie. Donc vous voyez que le fait d'insister sur la fiscalité est très important. Alors que, ailleurs, d'ailleurs on se demande pourquoi une région aussi mal investie économiquement paye le tiers de toute l'Algérie. Quand on regarde Alger, quand on regarde Constantine, quand on regarde le Sahara, il y a bien plus de rente à tirer probablement que de la Kabylie. Mais en Kabylie, on ramasse la totalité de l'impôt. Parce que le fonctionnaire kabyle est un fonctionnaire modèle qui a la culture française, mais sur lequel aussi on ajoute la pression. Tandis qu'ailleurs, quand on collecte 15 à 20% d'impôts, c'est déjà un record. Donc c'est juste pour vous dire le type de pouvoir à rapatrier. Tout de suite, tout immédiatement. Voilà. Maintenant, s'il y a de la volonté pour que ce soit progressif, il faut un échéancier. Si l'échéancier retarde, on prend de force le pouvoir à rapatrier. Voilà comment je vois les choses.